de l'hyperonirisme par Jean-Baptiste Marossi. Bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette section effectivement en parlant d'hyperonirisme. Alors je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont en train de se demander mais qu'est-ce que l'hyperonirisme? L'hyperonirisme, c'est la plainte de trop rêver et cette plainte doit être associée à une conséquence diurne, la fatigue au premier chef, que les plaignants vont directement associer à cet excès de rêve. Petite précision sémantique, le terme anglais est epic dreaming, donc rêve épique littéralement, dont on verra que cette appellation est un peu surprenante. Alors, que sait-on de l'hyperonirisme? Pas grand-chose. La première description date de 1995, où donc le terme de epic dreaming a été forgé, avec une population, avec une majorité de femmes, un tiers de comorbidité psychiatrique, une forte association avec des cauchemars et une polysomnographie normale, c'est-à-dire rien de très spectaculaire de visible. Quant à la phénoménologie, ces patients, ces patientes, au premier chef, décrivaient « Je fais une activité physique répétitive toute la nuit, je rêve que je marche, je rêve que je cours, je rêve que je fais le ménage. » Donc vous voyez, les rêves épiques sont tout sauf épiques. Deuxième description, 5 ans plus tard, cette fois-ci une majorité d'hommes, une population peu comorbide, pas de cauchemars, toujours une polysomnographie normale, différentes phénoménologies décrites, dont une, je cite, « J'ai l'impression de regarder un soap opéra infini, avec des personnages très émotionnels, comme on peut s'attendre à un soap opéra, mais pas d'intensité émotionnelle ressentie par les patients. » C'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce sujet. Donc le but de l'étude ici était de revenir décrire les caractéristiques de ces patients dans une population plus large, aller un peu plus loin dans l'enquête en allant comparer des aspects qualitatifs et quantitatifs des rêves avec un paradigme d'éveil en série que je vous détaillerai, et enfin aller regarder quels sont les corrélats encéphalographiques de cette plainte. Donc, pour une vue d'ensemble de l'étude, une première partie était réalisée dans une large population sur un plan clinique, disons, et la deuxième, une étude plus approfondie en électroencéphalographie haute densité chez un nombre plus réduit de patients, donc 18. Quelles sont les caractéristiques de la population qu'on a pu étudier? Une très grande majorité de femmes, plutôt d'âge moyen, et une population tout à fait comorbide, avec des plaintes d'insomnie, mais également d'hypersomnie, et je parle ici d'hypersomnie objective, mesurée sur des TIL ou des temps de sommeil prolongés, des cauchemars fréquents, une comorbidité psychiatrique dans plus de la moitié des cas, et également, nouveauté, une grande association avec des douleurs chroniques. Qu'est-ce que nous racontent ces patients? Tout d'abord, comme attendu, ils vont nous parler de leur rêve comme une plainte quantitative. Je rêve toute la nuit, j'arrive pas à mettre le bouton off, quand je m'endors, j'ai ma deuxième vie qui commence dans mes rêves. Mais on va aussi retrouver une plainte qualitative. Pas mal de patients qui disent qu'il y a trop de détails dans leur rêve. Un patient me disait « Je rêve de foule immense, je vois tous les visages, je vois tous les détails des visages, c'est trop, mon cerveau est surchargé. C'est plus que de la 3D, c'est une carte postale en 5 dimensions. » Et enfin, sur le plan thématique, on avait toute une variété qui peut aller de je travaille, je range mes dossiers, à quelque chose de plus cauchemardesque. Mes rêves, c'est Apocalypse Now. Si vous saviez combien de gens j'ai tué dans mes rêves, ou des choses plus extraordinaires, on part dans des mondes fantastiques, des galaxies. Alors ça, c'est ce que les patients nous disent au tenté dans le contexte d'une consultation. Ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe en fait vraiment pendant la nuit de ces patients. Et pour ça, on a utilisé une approche plus fine, plus poussée, avec donc 18 patients qui avaient un enregistrement EEG haute densité. C'est cet appareil que vous voyez ici. Rassurez-vous, on peut dormir avec. Et les patients ont réalisé une nuit de sommeil continu et 2 nuits avec le fameux paradigme d'éveil en série que je vais vous décrire, qui consiste à, dès que les gens étaient en plus de 10 minutes de sommeil stable d'un stade donné, les réveiller. On les réveille donc et on leur demande qu'est-ce qui vous passait par la tête juste avant la sonnerie. On ne s'intéresse pas à tout le rêve, c'est trop compliqué, on veut juste saisir la dernière péripétie. 3 types de réponses possibles. Soyez bien attentifs si vous voulez suivre à la suite. Première possibilité, il n'y avait rien, j'étais totalement inconscient. Deuxième, oui, j'étais en train de rêver, mais je ne me souviens pas à quoi. Je pense que ça vous est tous arrivé. On rêve et à l'instant où on se réveille, ça s'évapore immédiatement. On appelle ça aussi un rêve blanc. Et enfin, une expérience de rêve avec contenu, avec laquelle on va pouvoir livrer le récit de rêve correspondant. Alors, première question,
est-ce que les hyperoniriques rêvent vraiment plus? Pour cela, on va contraster les expériences de rêve, avec ou sans contenu, à l'absence d'expérience. Et ce que vous voyez, c'est que quand on prend tous les stades de sommeil cumulés, c'est pas du tout frappant en fait. Et ils ne semblent pas plus rêver au cours de la nuit, contrairement à ce que leur plainte suggère. Si on regarde au niveau du sommeil lent, même constat. Sommeil paradoxal, allez, un tout petit peu plus, mais vous voyez que les sujets sains rêvent déjà beaucoup quand on les réveille au cours du sommeil paradoxal. Donc étonnant. Demandons-nous maintenant si peut-être ils se souviennent mieux de leurs rêves. Cette fois-ci, le contraste qu'on fait, c'est expérience de rêve sans contenu versus avec contenu. Sommeil lent, toujours rien de différent. En sommeil paradoxal, on constate quand même qu'il commence à y avoir un petit écart. Les patients vont mieux encoder leurs rêves et vont plus souvent dire « oui, je me souviens et je vais vous le raconter ». Donc, les hyperoniriques rapportent plus de rêves et semblent mieux se souvenir de leurs rêves, et ça spécifiquement au cours du sommeil paradoxal. Et vous voyez tout de même, en cumulant les deux facteurs, on n'a pas une différence abyssale. Pourquoi est-ce que ça génère une telle plainte? Alors, on s'est tourné du côté de l'aspect phénoménologique des rêves, puisque souvenez-vous, ils disent « mes rêves sont très détaillés, très riches, très denses ». Et on leur a également demandé de côté la phénoménologie de leurs rêves, de la 5 sur différentes caractéristiques, et on a également comptabilisé le nombre de mots du récit qui était produit. À nouveau, exclusivement en sommeil paradoxal, un certain nombre de différences. Le rêve est plus riche, plus intense visuellement, plus désagréable, et ils utilisent beaucoup plus de mots pour le décrire. Pour aller encore un petit peu plus loin, on s'est intéressé aux corrélats encéphalographiques de ces caractéristiques en allant chercher les 20 secondes qui précèdent l'éveil et en venant corréler les caractéristiques EEG à la phénoménologie décrite. Eh bien, dans les deux cas, on va retrouver, pour ce qui est de la richesse du rêve, une anticorrélation avec la puissance spectrale delta. Donc, comme vous le savez, le delta plutôt marqueur d'inactivité, enfin d'endormissement du cerveau, montrant que voilà, plus le cerveau est activé, plus il va produire un contenu riche. Et on va retrouver également une anticorrélation avec la puissance spectrale delta quand on s'intéresse au nombre de mots du récit. Donc vous voyez dans les deux populations et sur ces deux caractéristiques phénoménologiques, anticorrélation delta, avec tout de même la différence que la topographie semble varier selon la caractéristique ou la population. Donc en deux mots, hyperonirique, population de femmes d'âge moyen, très comorbide, très associée aux maladies du sommeil et maladies psychiatriques. Plus de rêves, se souviennent mieux des rêves, mais surtout, nous, ce qu'on pense est la caractéristique clé, une phénoménologie différente, plus riche, plus intense, etc., dont certains aspects pourraient être expliqués, corrélés à un défaut de baisse de la puissance spectrale delta. Avec pour perspective, la perspective immédiate de notre étude, ça va être de continuer à analyser les différentes caractéristiques EEG et, à un niveau plus général, essayer de susciter aussi l'intérêt pour cette maladie. Merci à l'équipe d'Amsterdam et merci à vous pour votre attention. On est pile dans les temps, parfait. Donc on a déjà une question, Carmen. Merci, très intéressant ces débuts de recherche sur l'hyperonirisme. C'est une population qu'on connaît bien sûr très bien en psychiatrie et notamment aussi pour ma population d'adolescentes qui viennent pour des troubles du sommeil avec troubles affectifs. Est-ce que tu as aussi pour objectif de mieux caractériser peut-être le phénotype psychiatrique et notamment l'histoire de vie? Est-ce que tu as par exemple posé la question à quel âge est-ce que ça a commencé et finalement quels sont d'autres symptômes associés, parce qu'il y a aussi des phénomènes de psychotrauma. Je pense que ça serait vraiment intéressant de les investiguer dans la population, des événements de vie adverses dans l'enfance, etc. Oui, tout à fait. Alors, pour l'aspect à quel âge ça commence, on leur a demandé. On est sur une moyenne de 20 et quelques années. Mais en réalité, c'est très divers. Ça peut commencer dans la petite enfance, ça peut commencer à 40 ans, 50 ans. Donc, tout est possible. Au niveau de l'événement déclencheur, la plupart du temps, ils nous disent « on ne sait pas ». Et après, on peut tout trouver, trauma, événements de vie adverse, déménagement, que sais-je. Donc, tout semble pouvoir déclencher la plainte quelque part. Et on a essayé de regarder, est-ce qu'on a des profils clairs qui se séparent, peut-être psychiatriques, non psychiatriques, etc. Il y a tellement de variabilité qu'en fait, toutes les combinaisons sont possibles et on n'a pas vu émerger un type particulier. Donc, à creuser, peut-être sur les plus larges populations. Merci beaucoup. On va passer la parole à Geoffroy Soleylac, qui va
présenter l'association entre sommeil et risque prospectif et de troubles dépressifs majeurs dans la cohorte de population générale Colos Hypnos LOS. Suisse, donc. Bonjour à tous, merci beaucoup. Voici mes liens d'intérêt. Donc, comme vous le savez tous, le sommeil est très important dans le trouble dépressif majeur. Il fait partie même de la définition, les plaintes d'insomnie et d'hypersomnolence du trouble dépressif majeur. Et plus de 90% des patients avec trouble dépressif majeur se plaignent de troubles du sommeil. Les plaintes de sommeil sont associées à une augmentation de l'incidence de troubles dépressifs majeurs. Ça, c'est très connu. Mais les suivis sont souvent quand même assez courts quand on s'intéresse à la littérature. Et les diagnostics sont souvent portés par des questionnaires et pas des diagnostics clairs comme nous avons ici, faits par des psychiatres avec le trouble dépressif majeur diagnostiqué selon le DSM. Ça, vous connaissez aussi probablement bien, c'est au niveau polysomnographique, un bon dormeur en haut et un patient avec trouble dépressif majeur. On retrouve ici, au niveau macroscopique, une latence d'endormissement augmentée, plus de wake after sleep onset, moins de stade 3, en particulier en première partie de nuit. Au niveau du sommeil paradoxal, on a souvent une latence au sommeil paradoxal raccourcie, plus de mouvements oculaires rapides en sommeil paradoxal, et ça c'est très connu dans la recherche, très peu utilisé en clinique. Et puis aussi, c'est peut-être pas très évident sur cette diapo, mais une proportion de sommeil paradoxal plus importante, puisque c'est la pression du sommeil paradoxal qui est censée être augmentée dans le trouble dépressif majeur. Voilà. Cependant, l'association de biomarqueurs polysomnographiques et d'incidence de troubles dépressifs majeurs chez des patients n'ayant pas de dépression est finalement assez peu connue au niveau prospectif. Donc l'objectif dans cette grande cohorte de population générale, hypnolose, colose, à Lausanne, était d'analyser l'association des caractéristiques de sommeil subjectives et objectives avec l'incidence du trouble dépressif majeur. Alors pour ceci, on a d'abord une partie du dataset subjectif avec des participants, ce n'est pas des patients, c'est des participants représentatifs de la population générale qui ont réalisé des entretiens psychiatriques et des questionnaires de sommeil qui sont le PSQI, les symptômes d'insomnie dérivant du PSQI, j'insiste, c'est pas l'insomnie chronique, on n'a pas ça, mais c'est quand même les symptômes d'insomnie bien définis, et l'Epworth Sleepiness Scale qu'on utilise tous chez nos patients. On a ici un dataset de pile 2000 patients, en excluant les participants ayant eu des troubles dépressifs majeurs, des comorbidités psychiatriques comme un trouble bipolaire, une schizophrénie, et puis aussi la prise de médicaments, notamment les antidépresseurs. De 60 ans en moyenne, et ça c'est très important, 56% d'hommes, ça peut aussi être important. La durée de suivi est de 9 ans, ce qui est assez élevé pour ce type d'études, avec encore une fois des diagnostics bien posés, DSM, du trouble dépressif majeur, et nous avons fait des modèles de survie Cox bien ajustés. L'autre dataset, c'est le dataset objectif. Alors là, on enlève 1283 participants qui n'ont pas réalisé de polysomnographie. On obtient 717 participants de 57 ans en moyenne, 60% d'hommes avec un suivi de 8 ans. Et là aussi, on a fait des modèles de Cox de survie pour analyser tout ça. Là, on a analysé au niveau de la slow wave sleep, donc le pourcentage de N3, le delta power, donc la puissance delta. Au niveau de la pression du sommeil paradoxal, on a analysé le pourcentage de sommeil paradoxal, le nombre de mouvements oculaires rapides par minute en REM, la latence au sommeil paradoxal, et au niveau de la continuité du sommeil, bien sûr, la latence d'endormissement, le wake after sleep onset, le temps de sommeil total et l'efficacité du sommeil. Alors, au niveau des résultats subjectifs, qui sont bien sûr des choses connues, mais encore une fois sur un grand nombre de participants avec des diagnostics bien posés, on retrouvait effectivement que l'incidence du trouble dépressif majeur était associée à chaque point d'augmentation du score d'Epworth, que les symptômes d'insomnie étaient aussi prédicteurs de troubles dépressifs majeurs chez des patients, je le rappelle, n'en ayant pas au début. Et on retrouve sur le PSQI une interaction du sexe, que je ne détaillerai pas, mais en tout cas des différences entre les hommes et les femmes au niveau du PSQI, avec, on peut le voir, plutôt une altération de la qualité du sommeil en lien avec l'incidence du trouble dépressif majeur chez les hommes, et plutôt daytime dysfunction pour les femmes. Ce qui peut être intéressant pour la suite. Concernant les résultats entre sommeil objectif et trouble dépressif majeur, si on prend les paramètres macroscopiques classiques, on ne trouvait pas d'augmentation de l'incidence de troubles dépressifs majeurs avec ces paramètres. Un paramètre ici microstructurel qui est le nombre de micro-éveils en sommeil paradoxal n'était pas non plus associé à l'incidence de troubles dépressifs majeurs.
Par contre, en regardant la densité en mouvement oculaire rapide, on avait une interaction entre les hommes et les femmes, statistique. Donc voilà, c'est chez les hommes qu'on trouve ça. Plus de mouvement oculaire rapide est associé ici, on le voit bien dans ce modèle, on a essayé de modéliser le risque. Ici, en bas, en abscisse à gauche, la REM density associée au hazard ratio. Et on voit que plus la densité de mouvement oculaire rapide, quasiment 10 ans avant, est importante, plus on est à risque de développer un trouble dépressif majeur. Sur la partie droite, on voit ici la puissance spectrale delta chez les femmes. Ici, c'est chez les femmes uniquement que c'est associé, en tout cas dans notre cohorte, et on retrouve que une corrélation négative entre le delta power et l'incidence de troubles dépressifs majeurs chez les femmes. Voilà, donc la discussion, c'est que les plaintes subjectives de sommeil augmentent l'incidence de troubles dépressifs majeurs, on s'en doutait, encore une fois, diagnostic bien posé, long suivi, donc c'est intéressant. La REM density et le delta power sont associés à l'augmentation de l'incidence du trouble dépressif majeur, mais peu utilisés en clinique. C'est pareil sur les marqueurs, sur le risque cardiovasculaire dans l'apnée du sommeil, mais on a plein de beaux marqueurs dans les polysomnographies qu'on n'utilise malheureusement pas tellement en clinique. Alors maintenant, les différences hommes-femmes, là, ça devient un peu compliqué. Est-ce que c'est lié réellement à des mécanismes différents, ou alors c'est l'âge avancé de notre cohorte, environ 60 ans, je vous rappelle, avec le statut ménopausique qui a vraiment un impact sur la dépression et sur les plaintes de sommeil. Au niveau de l'implication clinique, si on s'en tient en tout cas au subjectif, il est certain, avec cette belle étude d'Irwin dans le JAMA en 2022, que traiter, maintenant on le sait, traiter l'insomnie par TCC diminue le risque de faire des troubles dépressifs majeurs chez des patients n'en ayant pas. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Voilà, en résumé, l'incidence augmentée de troubles dépressifs majeurs en population générale est associée subjectivement à la somnolence et aux symptômes d'insomnie, et objectivement à l'augmentation de densité des mouvements oculaires rapides en sommeil paradoxal chez les hommes, et à une baisse de la puissance delta EEG en non-REM, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais c'était exclusivement en non-REM, chez les femmes. Je remercie l'équipe de Psycholos, professeur Martine Preissig et Marie-Pierre Stripoli, et puis toute notre équipe du Centre du Sommeil de Lausanne, en particulier Théo Himmler et le professeur Raphaël Heinzer. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette super présentation. Il y a une question ? Non ? Rien ? À distance, on n'a pas plus de questions. Écoutez, c'était clair. Merci beaucoup. On va passer à l'autre présentation du coup. Alors, du coup, j'appelle Walter, je ne sais pas son prénom, Amélia Walter, pardon. Sommeil et émotion dans le TDAH de l'adulte, démêler les liens avec une approche basée sur l'actimétrie. Ok, il faut que je... Il faut que j'appuie sur quelque chose ? Ah, ok, merci. Ok, donc bonjour à tous, Amélia Walter, je suis doctorante en 2e année de neurosciences au sein de l'équipe Sommeil, Horloge, Lumière et Neuropsychiatrie à l'Université de Strasbourg, sous la codirection du professeur Carmen Schröder et du professeur Luisa Weiner. Et aujourd'hui, je vais vous parler des liens entre les émotions, le sommeil et la cognition dans le TDAH de l'adulte. Et je déclare l'absence de conflit d'intérêt. Alors tout d'abord, le TDAH, c'est quoi ? Donc, c'est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par une triade de symptômes cognitifs pour l'inattention et comportementaux pour l'hyperactivité et l'impulsivité. Ce trouble persiste dans 60% des cas à l'âge adulte et peut passer inaperçu du fait de la mise en place de compensations. Le TDAH de l'adulte est en fait mal compris et sous-diagnostiqué car il est considéré comme une réplication du TDAH de l'enfant. Or, on relève d'importantes variations. L'hyperactivité, elle a tendance à s'atténuer et à s'intérioriser mentalement par une hyperactivité des pensées. Et de même, l'impulsivité diminue et s'exprime surtout davantage sur un versant émotionnel, avec des difficultés de dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire une perturbation dans l'intensité et dans les réactions émotionnelles. Les émotions vont plus vite, sont plus fortes et durent plus longtemps.
Sur le plan neuropsychologique, on observe aussi régulièrement donc, des déficits au niveau des fonctions attentionnelles et exécutives. Et le TDAH est un facteur de risque à la survenue de comorbidités neurodéveloppementales et psychiatriques importantes. La symptomatologie du TDAH elle est aussi fortement modulée par des troubles du sommeil et du rythme circadien qui ont été peu décrits chez l'adulte malgré leur fréquence importante. En effet, 80% des adultes avec TDAH présentent des troubles du sommeil et du rythme. Donc cela se manifeste par un retard dans le pic de sécrétion de la mélatonine qui retentit cliniquement par des difficultés d'endormissement, de réveil matinal, de la somnolence diurne et un chronotype plus tardif. Donc les symptômes du TDAH y contribuent significativement à l'impact fonctionnel du trouble sur les plans social, professionnel, voire sociétal, et d'autant plus qu'ils s'alimentent réciproquement, puisque l'inattention, l'impulsivité, l'hypersensibilité, l'hyperréactivité émotionnelle, ça va pouvoir perturber le sommeil, et à l'inverse, les troubles du sommeil contribuent donc aux difficultés d'attention, à l'hyperactivité et même donc à l'irritabilité. C'est pourquoi cette étude elle a pour objectif de démêler les liens entre les troubles du sommeil, les symptômes cognitifs et la dysrégulation émotionnelle dans le TDAH de l'adulte pour pouvoir mieux cibler des approches thérapeutiques à chaque dimension du trouble. Pour y répondre, nous avons recruté 54 adultes avec TDAH avec une prédominance de formes combinées, ainsi qu'un groupe de 17 sujets contrôle. Donc les adultes avec TDAH, ils étaient en moyenne plus âgés, avec une tranche d'âge plus variée. C'est pourquoi, dans un second temps, on les a appareillés sur l'âge et le sexe pour pouvoir comparer ces paramètres-là dans deux groupes d'âge plus comparables, comprenant uniquement des jeunes adultes. Donc, ils ont passé une évaluation neuropsychologique comportant des tests mesurant les fonctions attentionnelles et exécutives. Ils ont répondu à des questionnaires mesurant les symptômes cognitifs, comportementaux et psychopathologiques. Et ils sont repartis avec un actimètre pour quantifier leur rythme d'activité et de repos pendant 10 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau des résultats ? Alors, quand on compare les deux groupes appareillés sur l'âge et le sexe, on observe, donc pour les paramètres circadiens, plus d'instabilité entre les jours, dans le rythme, donc chez les adultes avec TDAH, avec un rythme qui est plus décalé, comme en témoigne l'heure de début des 5 heures continues les moins actives. Et ça s'exprime par un sommeil plus fragmenté, avec des réveils nocturnes de plus longue durée, alors que le temps total de sommeil n'est pas significativement différent. Donc après avoir observé des troubles du sommeil et du rythme chez les adultes avec TDAH, on s'est intéressé au groupe total d'adultes pour comparer des paramètres en fonction de l'efficacité du sommeil. Donc on a constitué deux groupes, un groupe de faible efficacité qui était inférieur à 85% et un groupe de bonne efficacité supérieur à 90%. Au niveau des caractéristiques comportementales et cognitives, on peut voir que ceux qui ont une faible efficacité de sommeil présentent plus de symptômes d'hyperactivité, de moins bonne capacité d'attention sélective, et il leur faut plus de temps pour inhiber des réponses dans une tâche d'inhibition verbale. En revanche, on n'a pas observé de différence pour les caractéristiques psychopathologiques en fonction de l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire pour les questionnaires qui mesuraient la dysrégulation émotionnelle, l'anxiété et la dépression. Les liens entre l'efficacité du sommeil et les symptômes comportementaux ressortaient aussi dans les analyses de régression linéaire, en particulier pour l'hyperactivité mesurée par questionnaire. On note que plus les sujets étaient hyperactifs, moins leur sommeil était efficace, plus leur réveil nocturne était de longue durée et nombreux. Mais il n'y avait pas de lien pour l'impulsivité et la dysrégulation émotionnelle mesurée par questionnaire. Des liens ont aussi été mis en évidence entre donc les symptômes cognitifs et les paramètres circadiens et de sommeil. On peut voir que plus le rythme est instable chez les adultes avec TDAH et plus ils prennent du temps pour répondre dans une tâche d'attention soutenue avec des temps de réponse qui sont variables
Et aussi, plus ils prennent de temps à s'endormir et moins leurs capacités d'attention sélective sont bonnes. En revanche, il n'y avait pas de lien entre l'efficacité, le sommeil et les fonctions exécutives. Donc cette étude, qui est la première à étudier à la fois les troubles du sommeil, les symptômes cognitifs et la dysrégulation émotionnelle dans le TDAH de l'adulte, elle permet de mettre en évidence des liens plus forts entre la triade de symptômes principaux, en particulier avec donc la composante d'hyperactivité. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va. Est-ce que c'est parce qu'on est hyperactif qu'on a une moins bonne efficacité de sommeil ou inversement? Il y a aussi donc plusieurs fonctions attentionnelles qui sont très touchées quand le sommeil est perturbé. Mais en revanche, on n'a pas pu mettre en évidence de lien entre la dysrégulation émotionnelle et le sommeil, et ni avec les fonctions exécutives. Donc en conclusion, la qualité du sommeil, elle est la plus fortement intriquée aux symptômes cardinaux du TDAH. Donc c'est important d'aider les adultes avec TDAH à maîtriser leur hyperactivité et aussi à leur donner les moyens d'améliorer leur capacité attentionnelle. Cette étude comporte aussi plusieurs limites, notamment dans les différences d'âge entre les participants qui ont nécessité un appariement, et aussi sur le fait que c'est un protocole observationnel et écologique pour mesurer la dysrégulation émotionnelle. Et ça peut expliquer le fait qu'on n'ait pas trouvé de lien avec les troubles du sommeil. C'est pourquoi j'ai pour objectif futur d'étudier de façon expérimentale les effets d'une induction émotionnelle sur le sommeil mesuré en polysomnographie pour pouvoir affiner la compréhension des liens entre la cognition, les émotions et le sommeil dans les troubles du neurodéveloppement. Et je remercie mon équipe et vous pour votre attention. Parfait, c'était très clair et pile dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai juste une question, c'est au niveau du chronotype. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu mon dada, mais est-ce que vous avez apparié aussi en chronotype? Parce qu'en sachant que, quand même, il y a une différence au niveau des rythmes circadiens, mais aussi au niveau de la personnalité, au niveau de la cognition. Donc peut-être que c'est les différences que vous observez ou ils sont appariés en chronotype? Bon, effectivement, on n'a pas parié par rapport au chronotype, mais de façon générale, ils avaient tous des chronotypes plus tardifs. Il n'y avait pas un très grand écart type entre les chronotypes, enfin l'heure de coucher. Peut-être voir sur le milieu, pas du chronotype, mais le milieu du sommeil, les jours de repos, où là, il y a peut-être une grande différence. Vous voyez, vous êtes un sujet du soir, mais il y a peut-être des sujets du soir extrêmes, s'ils ont des TDAH. Merci. La présentation suivante. Samira, oui, alors on appelle Samira Aït Abdella sur l'efficacité d'une association de valériane et d'Eschscholzia, vous le direz mieux que moi, dans les troubles du sommeil associés à l'anxiété, étude randomisée en double aveugle. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai l'honneur de vous présenter les résultats d'une étude d'efficacité d'une association d'Excolzia et de valériane dans les troubles du sommeil associés à l'anxiété. C'est une étude randomisée en double aveugle contre placebo. Le seul lien d'intérêt que j'ai, c'est d'être responsable de la recherche clinique pour le laboratoire Pilège, qui est promoteur de cette étude. Donc, l'étude a été réalisée dans un centre d'investigation en nutrition clinique de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Le critère principal était de comparer les effets d'une association d'Excolzia et de valériane à ceux d'un placebo après 28 jours de complémentation chez des sujets souffrant de troubles du sommeil liés à l'anxiété et objectivés par le questionnaire EASY, le questionnaire d'index de sévérité de l'insomnie. Les critères d'évaluation secondaires mesurés étaient les suivants: des paramètres du sommeil via un actimètre et un agenda du sommeil, l'état clinique des sujets en lien avec leurs troubles du sommeil, l'anxiété via l'échelle Hamilton-anxiété, la qualité de vie via le questionnaire SF36, la tolérance et l'observance vis-à-vis du produit, les changements éventuels dans la prescription médicale ou la nécessité de visites médicales intercurrentes liées aux troubles du sommeil, la dépendance au produit, évaluée 3 semaines après l'intervention, et une analyse du microbiote fécal qui n'a pas encore été réalisée à ce jour et qui ne sera pas présentée ici. Donc la complémentation à l'étude, il s'agissait d'une prise au coucher
d'un complément alimentaire commercialisé sous la marque Noctesia par le laboratoire Pilège, qui contient des extraits d'Escolsia 120 mg par comprimé et de valériane 50 mg par comprimé, ou d'un placebo pendant 28 jours. À noter que ce mélange Escolsia-valériane a déjà fait l'objet d'une première étude observationnelle en 2020 sur cette même thématique. Les principaux critères d'inclusion des patients inclus dans cette étude sont les suivants. Donc, c'était des femmes ou des hommes âgés entre 18 et 65 ans, en bonne santé générale, qui souffrent au moins de 3 épisodes par semaine de troubles du sommeil, caractérisés par un ou plusieurs des éléments suivants, à savoir des difficultés à s'endormir, à rester endormi, un sommeil de mauvaise qualité ou des réveils précoces. Une durée et une qualité de sommeil insuffisante avec une sensation de fatigue générale, des troubles du sommeil présents depuis plus d'1 mois, des troubles du sommeil modérés à sévères avec un score EASI supérieur ou égal à 15 au cours du dernier mois, et enfin une anxiété légère à modérée, objectivée par un score Hamilton-anxiété compris entre 28 et 25. En ce qui concerne les critères de non-inclusion, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails ici, mais sachez que c'est ceux qu'on retrouve dans la plupart des études dans cette thématique. Pour ce qui est de la méthodologie, donc il y avait 3 visites dans le centre d'investigation clinique. Vous aviez d'abord une première phase de sélection où les patients complétaient notamment le questionnaire EASI et le Hamilton Anxiété, puis une phase de baseline qui commence à J0, une randomisation, donc on remettait le produit. Mais la complémentation débutait qu'à J7, puisqu'on remettait également un actimètre et un agenda du sommeil pour pouvoir commencer les enregistrements des paramètres du sommeil avant la complémentation. C'est notre baseline qui se finit à J7 avec la complétion d'un certain nombre de questionnaires, dont notamment le questionnaire EASI et le Hamilton Anxiété. Vous aviez ensuite une phase de traitement de 28 jours à raison de 3 comprimés par jour, soit d'Escolsia-valériane, soit de placebo, et ça se termine à J36 avec le retour des produits restants, le retour de l'actimètre, de l'agenda du sommeil et de tous les questionnaires complétés. Et enfin, une phase de post-traitement qui se termine à J57 avec à nouveau complétion du questionnaire EASI et Hamilton Anxiété et l'évaluation de la contumance et de l'addiction vis-à-vis du produit. En ce qui concerne le flowchart, là encore, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, mais sachez que le suivi des patients était de bonne qualité. Les données de cette étude étaient de bonne qualité, puisque 100% des patients qui ont été randomisés et qui ont débuté la complémentation ont été jusqu'à la fin de l'étude. On a une population ITT de 84 sujets et une peur protocole de 82 sujets. Les groupes étaient comparables sur leurs caractéristiques à la baseline, à l'exception du score Hamilton-anxiété, qui était légèrement plus élevé dans le groupe Escolsia-valériane, mais dans le sens péjoratif pour celui-ci. Donc le critère principal est le questionnaire EASI, l'index de sévérité de l'insomnie. C'est une échelle de 7 questions qui permet d'évaluer la nature de l'insomnie, la satisfaction de la personne par rapport au sommeil, son fonctionnement au quotidien et son anxiété par rapport aux troubles du sommeil. Le score total va de 0 à 28. Vous aviez 4 classes qui vont de l'absence d'insomnie à l'insomnie clinique sévère. Vous avez ici l'évolution de ce score au cours de l'étude dans les 2 groupes, à l'inclusion à J36 et à J57. À droite, l'évolution intergroupe de la diminution de ce score, J36 moins la baseline et J57 moins la baseline. Et on note à J36 une diminution du score EASI dans le groupe Escolsia-valériane significativement supérieure à celle observée dans le groupe placebo. Un autre critère est l'échelle d'anxiété d'Hamilton. Donc, c'est une échelle à 14 items qui vise à mesurer la sévérité des symptômes anxieux d'un patient. Le score total va de 0 à 56. Vous aviez 3 classes. L'anxiété légère à l'anxiété grave à sévère. Vous avez ici l'évolution de ce score au cours de l'étude dans les 2 groupes, à l'inclusion à J36 à J57. À droite, l'évolution intergroupe de la diminution de ce score, J36 moins la baseline et J57 moins la baseline. Et on note à J36 une diminution du score Hamilton-anxiété dans le groupe Escolsia-valériane significativement supérieure à celle observée dans le groupe placebo. Un autre critère, le Clinical Global Impression Severity, c'est une échelle de 7 points qui permet à un clinicien d'évaluer l'état de sévérité des symptômes d'un patient, ici les troubles du sommeil. Plus le score est élevé, plus les symptômes sont graves. Vous avez ici l'évolution de ce score au cours de l'étude dans les 2 groupes, à l'inclusion à J36. À droite, l'évolution intergroupe de la diminution de ce score, J36 moins la baseline, et on note une plus forte diminution clinique de la sévérité des troubles du sommeil dans le groupe Escolsia-valériane à la limite de la significativité.
Enfin, vous avez plein d'autres résultats intéressants dans cette étude, notamment une tendance à la significativité d'une meilleure amélioration clinique des troubles du sommeil dans le groupe Escolsia-Valerian, objectivé par le Clinical Global Impression Improvement. Bien que non significatif, des tendances plus importantes d'une amélioration de la qualité de vie en faveur du groupe Escolsia-Valerian, notamment pour 2 dimensions, le rôle physique et santé mentale, objectivé par le questionnaire SF36. En ce qui concerne l'actimètre et l'agenda du sommeil, il y avait peu de différence entre les 2 groupes. Cependant, bien que non significatif entre les 2 groupes, on note une durée de sommeil plus importante et une latence d'endormissement plus faible dans le groupe Escolsia-Valerian. Plus de 86% des sujets n'ont pas ressenti de difficulté à arrêter Escolsia-Valerian et plus de 97% du sujet n'ont pas ressenti de manque à son arrêt. Enfin, on avait une bonne observance et une bonne tolérance vis-à-vis de ce produit. Pour conclure sur cette étude, on peut retenir qu'une complémentation avec une association d'extraits d'Escolsia et de Valerian pendant 28 jours peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil et à diminuer l'anxiété associée aux troubles du sommeil. L'observance et la tolérance étaient très bonnes et aucun effet de dépendance n'a été observé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ? Alors, juste une remarque, hein, l'ISI, ça ne permet pas d'évaluer la nature de l'insomnie, mais juste la sévérité. La sévérité, oui. Oui, vous avez dit nature. Une question ? Oui, il y a une question là-bas. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, j'ai pas très bien vu, ça se trouve j'ai été un peu inattentif, mais il y a l'ISI, il est remonté après ou pas, entre J36 et J57 ? Donc, EASY était fait à quasi tous les temps, donc ouais. À la baseline, donc à au J36, début de la complémentation, à J36 et à J57. Donc il était baissé et encore. Donc il était baissé de façon significative versus placebo à J36. Par contre, à J57, une fois qu'on avait arrêté le produit, en effet, il n'y avait plus de différence significative avec le groupe placebo. Il était revenu, ok, d'accord, merci. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez testé donc, la différence Valerian versus Escolsia, ou c'est vraiment l'association des deux ? C'est l'association des deux. Et donc, autrement dit, on ne peut pas trop savoir quelle est la part de la Valerian sur l'efficacité En effet, toutes ces 2 plantes sont bien été étudiées dans les troubles du sommeil, et l'intérêt, ça a été aussi justement de les associer dans ce produit. D'accord, donc on ne sait pas si c'est peut-être la Valerian qui joue. Non, je ne pourrais pas vous dire, en effet. Voilà, d'accord, on ne peut pas savoir. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, c'est vraiment très clair. On va donc enchaîner avec Hugo Loriente sur l'étude des corrélats des cauchemars en polysomnographie. Voilà, pour 10 minutes, enfin 8 minutes et 2 minutes de questions toujours. Bonjour à tous, merci au Congrès pour cette invitation. Je vais aujourd'hui vous présenter mon travail que j'ai réalisé au sein du service de pathologie du sommeil de la Pitié-Salpêtrière et qui s'intitule « Étude des corrélats des cauchemars en polysomnographie ». On va commencer par un très court extrait d'un grand classique du cinéma américain. Alors, on n'entend rien. Bon, normalement, il y a du son, mais vous aurez reconnu le film Vertigo d'Hitchcock qui illustre le cliché absolu d'un éveil de cauchemar. On y voit ici le personnage de Scotty qui se réveille en sursaut, en sueur. On imagine son cœur qui bat très vite. On l'imagine aussi avec le souffle coupé. Alors ça, c'est un cliché. On va aller vérifier dans ce travail si c'est bien ce qui se passe dans les cauchemars. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un cauchemar et pourquoi s'y intéresser en psychiatrie ? Un cauchemar, c'est un rêve très désagréable qui provoque généralement un éveil et une détresse prolongée. Lorsque les cauchemars se répètent et qui provoquent un retentissement fonctionnel sur les nuits et les journées du dormeur, on appelle ça la maladie des cauchemars. Pour vous donner un ordre d'idée de la prévalence de cette maladie, 4% de la population ferait plus d'un cauchemar par semaine. En psychiatrie, les cauchemars, c'est un phénomène qui est surreprésenté dans la population qui présente des troubles psychiatriques. Par exemple, 66% des personnes qui ont un stress post-traumatique, un syndrome de stress post-traumatique présentent des cauchemars. C'est 37% pour les troubles de l'humeur, 31% pour les troubles de personnalité. Alors non seulement ils sont fréquents, mais ils sont aussi prédicteurs de passage à l'acte suicidaire. Il y a des équipes qui ont pu montrer une détérioration progressive de l'activité onirique qui précède une crise suicidaire, avec l'apparition 4 mois avant la crise suicidaire de cauchemars, de cauchemars éveillants, 4 mois avant de mauvais rêves, 3 mois avant de cauchemars éveillants et 1 mois avant de cauchemars spécifiques avec des scénarios suicidaires. Mais malgré cette fréquence et
Et cette importance, au sein de la psychiatrie, c'est un phénomène dont on connaît peu les mécanismes. Alors, on a vu l'éveil de cauchemar chez Hitchcock, mais le cauchemar, en fait, ça se déroule pendant le sommeil. Alors, comment savoir, chez ces dormeurs de Van Gogh, qui à première vue ont l'air très paisibles, s'ils ne sont pas en train de faire un cauchemar? Pour répondre à cette question, on a étudié le phénomène sous 3 aspects. Premièrement, la fragmentation du sommeil. Ça paraît très intuitif de se dire que les cauchemars, ça provoque des réveils. Ben, en fait, pas tant que ça. Il y a 9 études qui ont mesuré la fragmentation du sommeil des patients avec cauchemar par rapport au sommeil des sujets sains. Et elles trouvaient que le sommeil, il était très peu, voire pas du tout, plus fragmenté que celui des sujets sains. Encore plus intéressant, aucun effet n'a été retrouvé sur le sommeil paradoxal, alors que c'est un stade qu'on associe un peu tous au cauchemar. Alors si c'est pas sur la fragmentation, peut-être que les cauchemars, ils accélèrent le cœur. Et bien là non plus, sur 6 études, pas d'effet spectaculaire, seulement une petite accélération qui a pu être constatée, maximum 6 battements par minute, ou dans d'autres études, pas du tout. Sur la respiration, ben là ça a été très peu étudié. Une seule étude qui a investigué ce paramètre et qui a retrouvé une accélération de la fréquence respiratoire assez modeste quand même, de 1,4 cycles par minute, et ici pendant le sommeil paradoxal. Alors c'est un peu étonnant qu'il y ait une seule étude qui a investigué ça, parce que la respiration, c'est quand même quelque chose qu'on mesure couramment dans tous les examens du sommeil. Alors comment expliquer ces données qui sont contre-intuitives ? Les études que j'ai évoquées ici, elles portent sur de faibles effectifs. Donc on a voulu savoir, avec une plus large échelle au sein de la Pitié-Salpêtrière, sur 212 patients, comment est-ce qu'on retrouvait ces perturbations. Donc sur ces 212 patients qui étaient éligibles à notre étude, on en a exclu ceux pour lesquels on avait des données manquantes, ceux pour lesquels des diagnostics différentiels ou des antécédents risquaient de perturber notre analyse. Et finalement, on a retenu 124 patients et on les a analysés, c'est-à-dire qu'on a interprété leur polysomnographie en termes de macro-architecture avec les éveils, les micro-éveils, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. En termes de critères cliniques, on s'est focalisé sur la fréquence des cauchemars qui était auto-déclarée par les patients. Et cette fréquence des cauchemars, en moyenne, elle était de 10,5 cauchemars par semaine, ce qui en fait des patients assez sévères. Mais non seulement elle était élevée, mais elle était aussi très variable, avec des patients qui se plaignaient de 1 à 35 cauchemars par semaine, ce qui fait quand même 5 cauchemars par nuit. Et cette variabilité, c'est ce qui nous a incité à faire des analyses de corrélation entre cette fréquence, qui est un paramètre clinique, et des paramètres paracliniques. Alors, on est parti de cette fréquence des cauchemars et on a investigué sa corrélation à la fragmentation, c'est-à-dire qu'on est allé mesurer pour chaque stade le nombre de micro-éveils, le nombre d'éveils et plus spécifiquement le nombre d'éveils d'une durée supérieure à 3 minutes. 3 minutes, c'est le seuil qu'on retient habituellement pour considérer qu'un éveil est mémorisable par le sujet. C'est-à-dire que le matin, vous n'allez pas vous souvenir d'un micro-éveil qu'on a eu pendant la nuit, mais par contre, un éveil qui dure au moins 3 minutes, ça, en théorie, on pourrait s'en rappeler. C'est comme ça qu'on a eu nos données sur la fragmentation. En ce qui concerne les données cardio-respiratoires, pour le cœur, on a extrait la fréquence cardiaque à partir des intervalles RR sur l'ECG. Et pour la fréquence respiratoire, on l'a déduite des oscillations des courbes de débit. Je précise que ces mesures, elles ont été faites sur 5 minutes de sommeil stable de chacun des stades pour vérifier si les effets différaient selon les stades de sommeil. Voici nos résultats présentés sous la forme d'une heatmap. Donc, on avait différents types de cauchemars, mais j'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails dans cette présentation. Mais ce qu'on voit, c'est que sur la fragmentation, il existait une corrélation positive entre la fréquence des cauchemars et les éveils de plus de 3 minutes pendant le sommeil paradoxal. Je sais pas, on ne voit pas mon curseur, mais c'est l'astérisque qui est entouré tout en bas à gauche. Et ceci, on le retrouve dans l'ensemble du groupe de nos patients. Par contre, on voit que ce n'était pas significatif quand on prenait tous les éveils ou seulement les micro-éveils. Sur le rythme cardiaque et respiratoire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a trouvé aucune corrélation entre la fréquence des cauchemars et la fréquence cardiaque. On voit ici sur cette figure une heatmap de nouveau. C'est tout bleu pâle, c'est pas significatif, ce qui signifie que de faire 1 ou 35 cauchemars par semaine, ça ne modifie pas la fréquence cardiaque au cours du sommeil, et ceci peu importe le stade. En revanche, sur le plan respiratoire, là on voit qu'il y a une corrélation positive entre la fréquence des cauchemars et la fréquence respiratoire, en particulier pendant le sommeil paradoxal. Ici, comme pour les éveils, ce résultat on l'a retrouvé pour l'ensemble de nos patients, ce qui rend nos résultats plus robustes. En conclusion, cette étude, c'est la première à identifier une corrélation
entre les cauchemars et la fragmentation du sommeil paradoxal. Et pour ça, on a dû s'intéresser aux éveils longs de plus de 3 minutes. Ça vient donc nous interroger sur les mécanismes d'une plainte de cauchemar. Est-ce que ce sont les cauchemars qui provoquent de longs éveils, comme c'est une hypothèse assez intuitive, ou alors est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'un sommeil fragmenté par des éveils longs, que ce soit pour des raisons X ou Y, ça peut être des apnées du sommeil, un syndrome des jambes sans repos, est-ce que c'est ça qui va générer une plainte de cauchemar chez une personne qui aurait un onirisme perturbé ou pas? Sur la fréquence respiratoire, on a aussi démontré un lien entre la fréquence respiratoire en sommeil paradoxal et les cauchemars. Alors on peut imaginer que la respiration pourrait constituer une fenêtre sur le rêve en sommeil paradoxal et qu'elle pourra nous aider par la suite à comprendre le sommeil des patients avec des pathologies psychiatriques. Alors on pourra compléter cette étude par l'analyse de paramètres plus fins comme la variabilité cardiaque, la variabilité respiratoire, sur le plan EEG par des analyses de puissance spectrale, de densité des mouvements oculaires rapides. Mais en tout cas, on a pu mettre en évidence l'hypothèse intuitive que les cauchemars fragmentent le sommeil paradoxal et on est les premiers à s'intéresser à la respiration pendant le sommeil des patients avec cauchemars et à montrer qu'elle pouvait être modifiée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce très beau travail. Est-ce qu'il y a une question de Stéphanie Meza? Alors, effectivement, ça, c'est le design de l'étude, je ne l'ai pas trop détaillé dans cette présentation. Il y a 2 approches, soit l'approche état, soit l'approche trait. L'approche état, on va aller enregistrer un cauchemar spécifiquement. Et l'approche trait, on va étudier le sommeil de patients qui font régulièrement des cauchemars. Alors, effectivement, on ne sait pas si pendant notre étude, on a mesuré s'il y avait des cauchemars ou pas, mais à partir du moment où on a une population qui se plaint en moyenne 10,5 cauchemars par semaine et que la fréquence des cauchemars est corrélée à ces perturbations qu'on a mesurées, on peut quand même supposer que statistiquement, on a enregistré des cauchemars sur notre examen. Vous avez une corrélation qui pourrait dire que les personnes qui rapportent plus fréquemment des cauchemars ont ce type de caractéristiques de sommeil, mais ce n'est pas le cauchemar en soi qui a provoqué ça et là. Ouais, effectivement. Alors, on peut effectivement conclure là-dessus. Alors, soit on suppose qu'on a enregistré des cauchemars, soit, en fait, le véritable résultat de notre étude, c'est qu'on a enregistré le sommeil de patients qui auraient régulièrement des cauchemars. Donc, ma conclusion, c'est pas forcément que les cauchemars vont accélérer la fréquence cardiaque, respiratoire, mais que le sommeil des patients avec cauchemars a une fréquence respiratoire plus élevée. Oui. Oui. Alors, bon, pour le coup, c'est vrai qu'on s'est intéressé à une population qui se plaignait de cauchemars. Parce que la maladie des cauchemars, dans la définition, non seulement il y a une plainte en nombre de cauchemars, mais aussi en termes de retentissement. Ce sont des gens qui sont venus consulter dans un centre spécialisé pour cette plainte spécifiquement. Donc oui, ce sont des patients qui se plaignent de cauchemars. Mais effectivement... Non, désolé, on va avancer. Donc, c'est Jacques qui va venir présenter la validation française, en version française, du questionnaire de chronotype de Munich et association avec des paramètres objectifs du sommeil. Alors, bonjour à toutes et tous. Je remplace Julien, mais en fait, il est là. Il y a eu un quiproquo de salle, mais c'est le travail de Julien Coelho que je vais vous présenter, mais qui me tient à cœur aussi. Donc, mes liens d'intérêt. Donc, vous savez tous que le chronotype, c'est très important. Ça a une différence interindividuelle au niveau, en particulier, des horaires de sommeil, mais dans bien d'autres choses. Et c'est un critère qu'il faut prendre en compte lorsque vous allez voir vos patients. Donc, il y a plusieurs questionnaires pour déterminer le chronotype. Le plus connu, c'est le Morning Evening questionnaire de Horn et Osberg. Mais actuellement, il est un peu délaissé au profit d'un questionnaire qui est le questionnaire de chronotype de Munich, qui a été mis en place par Till Ronenberg
et qui a démontré sa validité et sa fiabilité. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a aucune traduction qui a été validée. Donc l'objectif de ce travail, c'est de faire une validation de la traduction française du questionnaire de Munich. Donc voilà le questionnaire. Il est assez simple comparé à celui de Horn-Heusberg. Oula. Donc c'est des questions qui portent sur à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous endormez, à quelle heure vous vous levez, et c'est fait en fonction des jours de travail et des jours de repos. Avec ce questionnaire, on va calculer le milieu du sommeil, donc savoir où se situe ce milieu de sommeil, les jours de travail et les jours de repos. Et on va déterminer le chronotype sur les jours, le milieu du sommeil, les jours de repos, avec comme hypothèse qu'on adapte bien des horaires proches de l'expression de nos horloges biologiques, les jours de repos. Ce questionnaire présente aussi l'avantage de déterminer une caractéristique nouvelle, une mesure qui s'appelle le jet lag social. Donc c'est la différence entre les horaires, le milieu du sommeil, les jours de repos, moins le milieu du sommeil, les jours de travail. Donc voilà une représentation. Donc en rouge, vous avez les jours de travail ou les jours d'école. En vert, c'est ce qui se passe les jours de repos. Et la différence entre le jet lag social, c'est la différence entre le milieu du sommeil, les jours de travail et les jours de repos. Alors actuellement, il y a une formule corrigée de ce jet lag social qui prend en compte la dette de sommeil imposée par les contraintes sociales, les jours de travail, et l'extension du sommeil, les jours de repos, pour contrecarrer le manque de sommeil. Donc cette nouvelle formule corrigée raccourcit considérablement la quantité, la durée du jet lag social. Donc, pour valider ce questionnaire, on a comparé au questionnaire de référence, qui est le questionnaire de typologie circadienne de Horn-Heusberg. 19 questions, c'est assez compliqué à remplir, surtout si vous avez des travailleurs postés ou de nuit qui ont beaucoup de difficultés à répondre à ce questionnaire. Il y a quelques années, on a dit qu'il y avait un effet âge dans le calcul du score, et donc on a ajusté les scores en fonction de l'âge. Donc on a augmenté les scores après 45 ans, et comme ça on pouvait déterminer plus de sujets du soir qu'avec l'ancienne codification de Horn-Heusberg. Il y a eu différentes études pour valider ce questionnaire dans différents pays. Donc ça corrèle plus ou moins le score du Munich au score de Horn-Heusberg. Ça corrèle plus ou moins, mais ça corrèle quand même assez bien. Donc pour valider ce questionnaire de Munich, on a fait un enregistrement. Ils ont rempli les deux questionnaires, le questionnaire de Horn-Heusberg, le questionnaire de Munich. Ils ont rempli un agenda de sommeil pendant 7 jours et ils ont eu un enregistrement polysomnographique. Cette étude a porté sur 80 volontaires et donc je vous montre les caractéristiques. Ils avaient en moyenne 40 ans, donc ça allait de sujets jeunes à de sujets beaucoup plus âgés. On avait essayé d'équilibrer et on y est arrivé au niveau du sexe. Ce qui est intéressant de voir, qui est peut-être une limite de notre étude, c'est qu'il y a plus de sujets intermédiaires au questionnaire de Horn-Heusberg et un groupe comparable de sujets du matin et du soir. Les caractéristiques de ces deux groupes, le milieu du sommeil, les jours de travail, c'était 7h45 et les jours de repos, c'était 8h. Donc il n'y avait pas une très grande différence au niveau du jet lag social. Il était de 10 minutes. Donc pour la validation, on a fait une concordance, une analyse de concordance. Donc on a comparé le milieu du sommeil avec les heures de coucher et de lever, les jours de travail et les jours de repos. Vous voyez que ça corrèle très bien en fonction de l'heure de coucher, l'heure de lever
et le milieu du sommeil, les jours de travail et de repos. Donc on a une bonne concordance au niveau du score au questionnaire de Munich. Avec le jet lag social, vous avez vu, hein, la corrélation existe, mais comme on avait un petit jet lag social moyen, c'est moins important. Par contre, par rapport au jet lag social corrigé, il n'y a pas de différence significative, il n'y a pas de corrélation, ni au niveau de l'extension du sommeil, les jours de repos. Voilà les moyennes des caractéristiques de notre population. Le milieu du sommeil, il est à 4h22 dans notre population. Si on utilise la formule corrigée, on le réduit à 4h07. Et si on calcule le milieu du sommeil sur les agendas de sommeil qui ont été remplis pendant 7 jours, vous voyez qu'il est réduit à 3h45. Au niveau du jet lag social, le jet lag social normal, il est autour de 60 minutes. Quand on le corrige, il est aux alentours de 50 minutes. Et quand on le calcule au niveau de l'agenda du sommeil, il est pratiquement très faible, hein, il est en dessous de 10 minutes. On va vérifier la concordance entre la matinalité qui est exprimée par le score de Horn-Heusberg et le Munich questionnaire. Et au niveau de la matinalité, les courbes ROC montrent qu'il y a une très bonne corrélation. L'air sous la courbe est très importante. Donc, quel que soit le milieu du sommeil, hein, qu'il soit corrigé, qu'il soit calculé au niveau de l'agenda du sommeil, on détermine bien tous les sujets du matin, enfin tous les sujets avec un score matinal important. Par contre, si on s'intéresse au score des sujets du soir, vous voyez que les courbes ROC ne sont pas très bonnes, hein, les aires sous la courbe sont moins bonnes, et on était resté aussi sur à savoir comment les sujets se déterminaient eux-mêmes, hein, juste par une question, est-ce que vous pensez être du sujet du soir ou du matin? Et vous voyez que c'est surtout cette question qui permet de différencier les sujets du soir des autres sujets. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous savez que le questionnaire de Munich, il dit qu'on ne peut pas l'utiliser si les gens si les gens ne se réveillent pas à l'heure préférentielle les jours de repos. Donc une alarme comportementale, un réveil. Et donc nous, on a vérifié s'il y avait une différence au niveau du milieu du sommeil avec les gens qui utilisaient une alarme ou un réveil obligatoire pour certaines activités. Donc il y avait une contrainte au niveau du lever les jours de travail. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les sujets qui utilisent une alarme et ceux qui n'utilisent pas d'alarme. Donc on pourrait peut-être dire qu'on peut utiliser le questionnaire de Munich, même chez les gens qui ont une contrainte sociale, les jours de repos. Alors quand on compare aux caractéristiques du sommeil, alors c'est très étrange parce qu'on n'observe pas des résultats qui sont observés dans toutes les populations en fonction du chronotype. Nous, on observe que les sujets du matin, ils dorment moins, ils ont plus d'éveil intra-nuit et ils ont une efficacité de sommeil moins bonne. Donc c'est rarement ce qui est observé dans les autres populations. Comment ? La version française du Munich questionnaire est valide et fiable. Les horaires de sommeil sont toujours de repos, sont fortement corrélés au chronotype, y compris lorsqu'il existe des contraintes de sommeil. Les horaires de sommeil, donc les jours de repos, sont discriminants pour déterminer le chronotype du matin, mais pas celui du chronotype du soir. L'auto-évaluation semble être une alternative satisfaisante pour déterminer le chronotype des sujets du soir. Et puis, comme je n'ai pas le temps, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Bon, on va enchaîner. On ne peut pas prendre de questions, malheureusement. Mais un grand merci, un immense merci. En tout cas, c'était très clair et vraiment intéressant. Donc, Julien Coelho va nous parler de sommeil, croyance, santé mentale et éco-anxiété dans une enquête de l'INSV. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de présenter donc, les résultats de l'enquête de l'INSV.
Chaque année, l'INSV réalise une enquête sur le sommeil en France dans une population représentative en utilisant la méthode des quotas sur un large échantillon et en prenant en compte de nombreux facteurs qui sont associés au sommeil. L'objectif de cette enquête, à chaque fois, il est double. C'est en premier d'actualiser les données sur le sommeil en France et enfin de mesurer de nouvelles dimensions susceptibles d'influencer le sommeil. Donc effectivement, le sommeil peut être influencé par tout un tas de facteurs environnementaux, sociaux, sociétaux et aussi une altération de la physiologie du sommeil. Et tous ces éléments, c'est des éléments qui peuvent évoluer dans le temps, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans et aujourd'hui. Et donc les nouveaux éléments qu'on s'est intéressé en 2023, c'est l'éco-anxiété et les croyances liées au sommeil. Effectivement, on pense que l'éco-anxiété, donc je vais le définir un peu plus après, ça peut altérer la physiologie du sommeil. On pense que les croyances, c'est un facteur important à prendre en compte quand on veut s'intéresser au comportement du sommeil. Et donc tout ça, ça peut retentir sur la qualité du sommeil et générer de la somnolence et de l'insomnie. Donc en premier, les croyances. Les croyances, c'est écrit dans cette bulle-là comme un des éléments, un des facteurs individuels qui participent au comportement de sommeil. Et en fait, donc je pense que c'est un peu un élément qu'on discute parfois, c'est comment on fait pour... on sait que la régularité, par exemple, et la durée de sommeil, c'est une bonne chose, mais il suffit probablement pas d'aller dire aux gens d'être réguliers et de dormir un peu plus pour générer ce changement de comportement. Donc il y a des théories de changement de comportement. Par exemple, là je vous en ai mis un exemple, c'est des éléments que je ne maîtrise pas complètement, mais il y a des théories comme ça qui énonce tous les concepts qui vont permettre d'obtenir un changement de comportement chez les gens. Et donc, parmi les éléments qui peuvent participer à ces changements de comportement, il y a les croyances. Et il y a une échelle d'évaluation des croyances en matière de sommeil qui s'appelle la SBS, la Sleep Belief Scale. Et donc, cette échelle, elle regroupe plusieurs questions. Il y a une vingtaine d'items qui sont répartis en 3 dimensions. Une dimension qui s'intéresse plutôt au comportement toxique, donc les consommations par exemple. Une dimension qui s'intéresse aux habitudes de sommeil, donc sur la régularité. Et une dimension qui est plus liée à des principes cognitifs. Est-ce que je suis stressé avant d'aller au lit, etc. Deuxième concept, vous allez voir, ça va un peu dans tous les sens, mais à la fin, j'ai 3-4 messages clés et j'essaierai de redresser un peu le truc. Donc, l'éco-anxiété. Deuxième concept qui a été un élément de cette enquête de 2023, c'est cette inquiétude excessive qui est relative aux dangers environnementaux qui sont liés à l'activité humaine et au réchauffement climatique. Donc c'est un concept très récent, très médiatisé en ce moment, mais qui finalement fait son apparition dans les années 70. Il y avait déjà des théories sur cette espèce d'anticipation anxieuse. En 90, il y a le terme qui est apparu. En 2007, il y a les premières études ou enquêtes qui se sont intéressées à le quantifier. Et en 2018, ça a été énoncé dans des associations américaines de psychologie, etc. Donc c'est devenu vraiment un terme utilisable pour parler de ce problème. Et pour définir mieux ce problème, je vous propose de le disséquer en 2 parties. Donc, dans l'éco-anxiété, on pense que c'est tout ce qui est lié effectivement à cette anticipation anxieuse des événements climatiques environnementaux. Et on le distingue 2 parties. Une partie qu'on va appeler éco-stress pour la suite du résumé, donc qui est plutôt cette espèce d'inquiétude, mais qui finalement est plutôt normale. À définir après sur chacun ce que perçoit son stress vis-à-vis de ça, mais qui nous pousse à changer nos comportements vis-à-vis de l'environnement, donc à trier, etc. Donc tout ça, c'est cette inquiétude vis-à-vis de l'environnement qu'on pourrait ranger comme normale dans la société actuelle. Et après, il y a l'éco-détresse. Donc là, l'éco-détresse, c'est celle qui va emmener des comportements inadaptés et générer des altérations physiologiques qui peuvent retentir sur la santé mentale et le sommeil. Cette éco-anxiété, elle se mesure avec une échelle validée en anglais qui s'appelle l'EAQ, qui a 22 items et qui distingue 2 dimensions qui sont complètement plaquées sur la distinction que je viens de faire. Donc la première dimension, l'éco-stress, et la deuxième dimension, l'éco-détresse en français. Un exemple d'item, c'est « Cela me bouleverse de voir à quel point les animaux souffrent » ou « Je m'inquiète pour la prochaine génération » pour ce qui est du stress. Et pour l'éco-détresse, c'est « Je suis si anxieux que j'en pleure » ou « Mes proches m'agacent ». Donc vous voyez, c'est pas tout à fait... la même, on voit la distinction normale pathologique dans ces 2 dimensions. Cette enquête a eu lieu en 2023, et donc c'était en décembre 2022 très exactement qu'il y a eu la passation de l'enquête, et donc les premières infos qu'on tire de ce genre d'enquête, c'est actualiser les données sur durée et qualité de sommeil en France. Donc durée de sommeil en semaine 7 heures, durée de sommeil les week-ends 7h40, avec toujours 30% des gens de la population, donc c'est entre 18 et 65 ans, qui rapportent une durée de moins de 6 heures la semaine. Donc on reste avec des chiffres de quantité de sommeil qui sont encore perfectibles. Et pour la qualité de sommeil, c'est pas forcément mieux. On a 37% des gens qui se plaignent d'un mauvais sommeil, donc moyen ou mauvais sommeil. Après, ces études, elles dépendent toujours de la façon dont on le mesure, parce que par exemple, il y a l'étude de Santé publique France qui utilise une question unique en disant « Est-ce que vous avez eu un problème de sommeil dans les 8 derniers jours ?» Et là, on est à 70% de la population qui rapporte une plainte de sommeil.
Ensuite, pour les croyances, on a donc mesuré leurs croyances en matière de sommeil. On obtient un score de 12,3. Bon, ça ne vous parle pas trop, mais quand on se compare à d'autres études, c'est plutôt un score qui est assez bas, mais en même temps, c'est la première fois qu'on le faisait dans un échantillon représentatif. À chaque fois, c'est dans des populations d'étudiants, etc. Donc, c'est peut-être le vrai chiffre. Et ce que je vous montre là, il y a donc des croyances qui sont d'avoir des effets positifs sur le sommeil. Donc, par exemple, avoir un environnement calme, obscur pour dormir, c'est un effet positif. Et c'est un élément positif pour le sommeil que les gens connaissent bien. Mais par contre, il y a des éléments positifs pour le sommeil. Par exemple, ne pas rester dans le lit quand je n'arrive pas à dormir. Et là, il n'y avait que 26% des gens qui répondaient qu'il fallait sortir du lit quand ils n'arrivaient pas à dormir. Et donc, je pense qu'on est à peu près sensibilisé à ça là, au Congrès du sommeil, mais ça montre un peu l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir dans ce domaine en population générale. Pareil, il y avait des effets négatifs qui étaient bien connus. Le fait d'être stressé à l'idée d'aller se mettre au lit, tout le monde avait identifié que ça n'améliorait pas la qualité de la nuit. Mais par contre, le fait de faire une activité physique le soir, c'est avec 27% des gens qui l'avaient identifié comme ayant un effet négatif. Pour ce qui est de l'éco-anxiété, éco-stress, éco-détresse, je vous donne juste un exemple en quelques chiffres, mais donc l'inquiétude pour la prochaine génération, c'était 70% des gens qui rapportaient ça, et pour l'éco-détresse, c'était 33% des gens, donc c'était beaucoup moins fréquent. Heureusement, c'est quand même ce qu'on attendait. Et ensuite, on s'est intéressé comme ça aux caractéristiques de ces croyances et de cette éco-anxiété dans différents sous-groupes de patients, donc de personnes, donc les gens qui se plaignaient d'un mauvais sommeil, les gens qui rapportaient un trouble insomnie, les gens qui rapportaient une anxiété, les gens qui rapportaient une dépression. Donc j'ai mis en avant que les résultats où il y avait des différences significatives. Les gens qui avaient une mauvaise qualité de sommeil ou un trouble insomnie, ils avaient tendance à avoir des meilleures connaissances, des meilleures croyances sur le sommeil. Donc ça, on pense que c'est un petit phénomène de causalité inverse. Et en fait, ils ont un mauvais sommeil, une insomnie, ils se documentent plus, ils ont des meilleures connaissances sur le sommeil. Ils avaient aussi davantage d'éco-anxiété pour le mauvais sommeil, d'éco-stress pour le mauvais sommeil et d'éco-détresse pour le trouble insomnie. Et ce qui nous a intéressé pour les croyances, c'est que pour les patients dépressifs, c'était l'inverse. En fait, eux, ils avaient un moins bon niveau de croyance sur les sommeils. Et donc, peut-être que c'est chez eux qu'il y a encore un gain à obtenir. Si jamais il y a une association. Les gens qui sont déprimés, en tout cas, ils ont de moins bonnes croyances en matière de sommeil. Et surtout, les gens anxieux et déprimés, ils ont davantage d'éco-détresse. Donc, le sommeil des Français est toujours insuffisant en quantité et en qualité en 2023. L'effet positif et négatif de certains comportements de sommeil reste mal identifié en population générale. Je vous ai montré comme pour le contrôle du stimulus. La dépression, elle est associée à de fausses croyances. L'éco-détresse est associée à l'insomnie, l'anxiété et la dépression. Et puis surtout, c'était le cadre de ce travail, l'échelle SBS pour les croyances et EAQ pour l'éco-anxiété sont valides en français. Donc là, vous avez une idée de mon axe de recherche de validation d'échelle en français, parce que on va continuer dans ce projet pour les rendre disponibles pour de futures études. J'ai terminé, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Julien. On peut prendre des questions. Une question, oui. Bon, s'il n'y en a pas, alors... Moi, j'ai peut-être une question, Julien, très rapidement. Sauf si je me trompe, tu l'as pas présenté ici. Le lien, est-ce que vous avez étudié la relation entre l'EAQ et la SBS, entre les croyances et l'éco-anxiété, finalement? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont des croyances qui développent de l'éco-anxiété, inversement? Donc, on ne l'a pas encore fait. Mais effectivement, ça fait partie des questions qu'on va se poser et qui va amener de prochains travaux avec cette étude. Ouais, je n'ai pas d'hypothèse comme ça, tu vois, parce que typiquement, on a été surpris par cette association inverse. Les déprimés ont des moins bonnes croyances, les insomniaques ont des meilleures croyances, donc il faut qu'on le fasse. Bon, donc j'appelle Lorraine Poncé. C'est pas Lorraine. Ah, tiens, bonjour Lorraine. Les relations longitudinales croisées entre temps d'écran et durée de sommeil chez les enfants entre 2 et 5,5 ans. Alors j'ai un peu changé le titre parce qu'on a réussi à avoir les données à 10 ans et demi. Et du coup, c'est des résultats... j'ai eu les derniers résultats lundi. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de compréhensible, j'espère. Voilà. Et donc Lorraine et Méléa sont les deux personnes qui ont fait les analyses statistiques, en fait, et qui s'intéressent aux écrans. Aucun lien d'intérêt. Donc, rapidement, de plus en plus d'écrans avec des évolutions des différents outils, ça, on n'a pas inventé l'eau chaude.
L'usage des écrans se fait de plus en plus jeune, malgré des recommandations diverses, que ce soit du Haut Conseil de santé publique en 2009 qui préconisait d'interdire les écrans chez les moins de 3 ans, lorsque les conditions d'accompagnement ne sont pas réunies, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de communication entre les parents, les enfants, enfin entre les accompagnateurs et les enfants sur les images visionnées. Il y a eu un appel des 3 académies en 2019 pour être très, très, très vigilants sur les écrans. Bon. Il y a très peu de données chez les jeunes et les très jeunes, et notamment les préscolaires, qui était le sujet jusqu'à 5 ans et demi, mais on va voir la suite. Et ce qui a été montré, c'était qu'il y avait une moindre durée de sommeil en cas d'exposition chez les enfants de moins de 3 ans. En France, il n'y avait rien, et notamment pas de données longitudinales. C'est là où nous, on a utilisé... Alors, mes animations sont peut-être pas au top. Les données de sommeil à 2 ans, 3 ans et demi, 5 ans et 10 ans et demi. Avec, on a regardé plus particulièrement, en tout cas c'est ce que je vais vous présenter, la durée moyenne de sommeil nocturne à ces âges, les heures de coucher à ces âges, en relation avec la durée moyenne par jour de semaine des différents écrans en moyenne totale. En fait, on n'a pas subdivisé en fonction du type d'écran. Les analyses sont assez complexes, je vais essayer de vous mener dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pu faire en fait des analyses qui permettent d'avoir l'effet propre de chaque élément, qui vont être ce que je vais vous montrer, prenant en compte l'ensemble des autres éléments. Et vous allez voir pourquoi je fais plein de chefs comme ça. La population, donc, c'était plutôt comme d'habitude dans les études longitudinales avec un suivi prolongé. On a plutôt des familles de haut niveau socio-économique. Dans la cohorte ELF, majoritairement des individus nés en France, avec une maman, donc du coup, socio-économique plus élevée, avec un suivi longitudinal. Les mamans sont un petit peu plus âgées dans la population générale, de 31 ans. Nous, on avait 51% de garçons et 45% qui étaient des premiers-nés. Ici, vous avez la moyenne de durée d'écran à chaque âge. Vous voyez que c'est bon, il n'y a pas 0 écran en moyenne. Il y a au moins 1 heure d'écran à 2 ans. Et ça monte à plus de 2 heures à 10 ans par jour. D'accord. La durée de sommeil chez nos enfants, ils sont plutôt sympas, nos enfants, ils dorment. Donc en durée de sommeil nocturne, ils sont en fait dans les recommandations autour de 10-11 heures en fonction de l'âge. En sommeil nocturne, hein, donc à 2 ans et 3 ans et demi, on n'a pas compté la sieste. Et à 5 ans, on n'avait pas l'info, donc de toute manière, on ne l'a pas compté. Et on a regardé l'heure de coucher, et on voit que l'heure de coucher est assez stable, sauf à 10 ans, où en fait, il est bien plus tard, vers 21h30. Donc c'est là où mes petites analyses sont super compliquées. Donc vous avez les différents temps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je vais essayer de vous mener ça. On a regardé chez tous les enfants globalement, en transversal à chaque âge, il n'y a aucun effet significatif. C'est-à-dire que le temps d'écran n'est pas associé au temps de sommeil et le temps de sommeil n'est pas associé au temps d'écran. Sauf à 10 ans, où il y a 5 minutes de perte de temps d'écran ou de temps de sommeil, on ne sait pas dans quel sens ça va. Quand on regarde en longitudinal, on voit qu'entre 2 et 3 ans, il n'y a pas d'effet des écrans. Enfin, on regarde l'écran à 2 ans, on regarde à peu près le même temps d'écran à 3 ans. Par contre, le sommeil nocturne à 2 ans, il augmente de 14 minutes à 3 ans, mais ça, c'est physiologique. Pareil entre 3 et 5, et pareil entre 5 et 10. Bon, c'est pas ça qui nous intéressait, nous, c'était la relation écran-sommeil. Quand on regarde la relation écran-sommeil, quel que soit l'âge, en fait, il y a un effet pouillème entre l'âge de 3 ans et l'âge de 5 ans, et entre l'âge de 5 ans et 10 ans, avec une perte de 2 minutes par heure d'écran. C'est-à-dire que la durée de sommeil est minimisée de 2 minutes par heure d'écran. Donc, pas énorme quand même. Hein. Par contre, dans l'autre sens, c'est là où nous on était surpris, c'est que plus on dort longtemps, moins on regarde d'écran. Et là, par contre, 7 minutes entre 3 et 5 ans, mais 16 minutes quand même entre 5 ans et 10 ans. Alors, il y a un effet plus fort du sommeil nocturne sur la durée d'écran. On s'est dit, l'utilisation des écrans et les durées de sommeil ne sont pas les mêmes chez les garçons et les filles, donc on a fait les analyses stratifiées. Et donc chez les filles, on montre, comme tout à l'heure, un effet minime associé en transversal, qui était un petit peu plus que tout à l'heure. Pour les durées de sommeil, pareil. Et donc, quand on regarde en diagonale, on voit pas grand-chose non plus des écrans sur le sommeil,
sur la durée de sommeil nocturne. Par contre, dans l'autre sens, des effets quand même assez conséquents avec pour les enfants qui ont une durée de sommeil nocturne plus longue, on va dire, une diminution du temps d'écran de 21 minutes par heure de sommeil supplémentaire. D'accord ? Donc les enfants qui dorment longtemps regardent vraiment moins souvent les écrans. Chez les filles, chez les garçons, on va aller un petit peu plus vite parce que voilà. Et on a exactement la même chose, mais ça commence plus tôt. C'est-à-dire que eux, dès entre 3 et 5 ans, il y a déjà une différence significative de temps d'écran en fonction du temps de sommeil. Donc c'est plus marqué chez les garçons que chez les filles. Ensuite, on a regardé l'heure de coucher. Donc on va aller un petit peu plus vite parce que voilà. Et on voit pareil, l'heure de coucher, finalement l'écran a peu d'effet sur l'heure de coucher, en tout cas dans notre population, qui est quand même, ce que je n'ai pas dit, de 11 300 gamins. Dans l'autre sens, par contre, majeur. C'est-à-dire que plus l'heure de coucher est tardive, plus il y a des temps d'écran longs. Et ça, dès le début. Plus 25 minutes par heure de décalage de coucher. Ça veut dire qu'il faut sortir. D'accord. Donc, si on regarde chez les garçons et les filles, je suis presque au bout de toute manière, bon, ça en repasse vite, et on trouve exactement la même chose en fait, avec un effet tout à fait faible de l'écran vers la durée de sommeil, vers l'heure de coucher. Donc, ce n'est pas le fait de regarder longtemps les écrans par 24 heures qui a un effet sur l'heure de coucher, ou peu, c'est recul de 2 à 3 minutes. Et dans l'autre sens, par contre, encore un effet très important, et ce, quel que soit l'âge. Alors, résultat surprenant, je ne vous dis pas, je n'ai pas fini de les digérer, je pense. Quand même, c'est complètement inattendu. Moi, je pensais vraiment avoir l'inverse. On a regardé, on a vérifié. C'est pour ça que les derniers résultats sont arrivés lundi. C'est parce qu'on a vraiment voulu s'assurer qu'on ne s'était pas trompé. Quelque part. Donc, force et limite de cette étude, quand même, une limite majeure, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'horaire d'utilisation des appareils. On sait qu'on a une durée totale par 24 heures, donc forcément, peut-être qu'ils regardent dans la journée, et du coup, s'ils regardent dans la journée, ça n'a pas d'effet sur la nuit, peut-être attendu. On n'a pas non plus d'infos sur le contenu. On ne sait pas si c'est des Teletubbies ou des jeux de guerre. Ouais, non, mais... bon, les études, là, pour l'instant, elles concernent uniquement les durées, donc durée de sommeil et heure de coucher. On n'a pas du tout d'infos sur la qualité du sommeil. Pour l'instant, on a des petits soucis mathématiques. C'est déclaratif, donc on peut avoir une sous-estimation des temps d'écran et une surestimation des temps de sommeil ou inversement. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des familles avec un haut niveau socio-économique qui ont potentiellement des modes de vie un peu particuliers et donc plus optimales, surtout avec ce suivi sur 10 ans où en fait on ne garde que les familles qui sont healthy, sympas et cool. Donc c'est peut-être un effet. Cependant, c'est la première étude longitudinale qui essaye comme ça, qui peut avoir les effets propres de chaque élément à chaque âge. Quand même intéressant, c'est même si on est contre-intuitif par rapport à ce qu'on trouve, un large échantillon, 12 000 enfants. On prend, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout est ajusté sur les facteurs de confusion qui nous permettent, avec 11 000 enfants, d'être pris en compte. Donc, en première conclusion, voilà, il existe des associations entre temps d'écran, moins de durée de sommeil et heures de coucher plus tardives ultérieures à partir de 3 ans, mais faibles et quel que soit le sexe. Dans l'autre sens, il existe des associations plus fortes entre durée de sommeil, heure de coucher et temps d'écran, ce coup-ci dès 2 ans, avec des variations qui vont entre 15 et 30 minutes par heure d'écran en plus, avec un effet qui est plus important chez les garçons que chez les filles. Donc voilà, étonné, on a un effet sommeil-écran qui est supérieur à l'effet écran-sommeil. C'est peut-être le reflet de la mise en place pour moi, peut-être d'un sommeil optimal dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que si on a une bonne hygiène dès le début, en fait, on se la garde. J'arrive au bout. Et donc, c'est ma dernière ligne. Il faut favoriser, à mon avis, la mise en place des conditions optimales de sommeil dès le plus jeune âge et puis limiter l'exposition aux écrans quels qu'ils soient, mais je pense que ça, ça reste de l'hygiène de base, je pense. C'est pas tout à fait nos résultats qui le montrent. Mais...
Et voilà, je vous remercie parce que oui, c'est la dernière diapo. Merci beaucoup, Sabine. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant quand même. Enfin, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu penser, même beaucoup moins pire. Alors, on s'attendait vraiment à ne pas voir ça, surtout que le 10 ans et demi dans ELF, les questionnaires ont été faits l'année dernière. Donc, on a eu les données là, cette année. Enfin, on a eu les questionnaires ont été passés jusqu'en septembre-octobre 2022. Et donc, du coup, voilà. Nous, on s'attendait à avoir vraiment quelque chose de différent. C'est quand même très proxy maintenant, quoi. Mais Ok. c'est rassurant. Merci beaucoup. Alors en fait, cette session, on va se continuer par des posters qui vont être dans la salle 3-1A. Donc par là, enfin c'est l'Agora. Alors on ne sait pas trop comment ça se passe, si les posters, il y a 6 posters, sont représentés dans des box séparés ou si tout le monde passe dans le même box. Ah, c'est un truc unique. Donc on y va. Et normalement, c'est pour qu'on puisse discuter plus facilement. Donc voilà.